les premières estimations parlent déjà, pour l'instant, de ce qui se passe, d'une baisse de 0,4% de la croissance mondiale à l'année. Et nous retrouvons comme chaque semaine Daniel Guggenheim pour la chronique économique de Studio Qualita. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci d'être avec nous comme chaque semaine. Et bien entendu, on va commencer par l'actualité, l'actualité dans le monde, avec l'invasion russe en Ukraine, qui a une influence assez importante, on va dire, sur l'économie mondiale, et plus particulièrement sur l'économie israélienne en raison du commerce entre Israël, la Russie et l'Ukraine. Oui, tout à fait. Je dirais même, nous condamnons cette invasion de la Russie dans l'Ukraine. Nous ne pouvons pas dire ça sans condamner. Ce que je voudrais dire, la première chose suivante, j'ai été étonné de voir la première réaction du ministre de l'économie, de la ministre de l'économie Barbier, pas de finances, je parle, qui a dit que le commerce entre Israël, international d'Israël, n'a pas été, tout est calme et n'a pas été touché. Alors, j'ai été étonné de cette déclaration qui a eu lieu en début de semaine. Non. Et même, oui, mais même pour le moment, c'est pas comme ça. En début de semaine, je ne sais pas, ça n'a pas été dans beaucoup d'endroits des sites d'information, mais dans la presse économique et financière, a été dit la chose suivante. Il y a une grande société qui s'appelle Dod Haaretz. C'est une société qui exporte des pommes de terre, des radis et des carottes en Russie. Ouais. Et c'était pour elle le moment du sommet de ce qu'elle est en train d'exporter. Elle exporte chaque année en Russie des dizaines de milliers de tonnes, 30 000 tonnes. Et ce qui représente 70 millions de shekels. C'est une société qui se trouve à Cheval Mahon, en Israël, très importante. Donc, pour les agriculteurs en Israël, c'est un débouché très important. Et vu ce qui s'est passé en début de semaine déjà, là, puisque nous sommes plusieurs jours après le début de la guerre, ça a commencé déjà jeudi dernier, n'est-ce pas? Il y a une semaine. Elle a décidé, tout d'un coup, avec l'accord des sociétés maritimes, d'arrêter l'exportation. Il était déjà en route. Et ils avaient peur de ce qui se passerait dans la mer Balte. Alors, ils ont rebroussé chemin. Ils ont dit d'ailleurs, pour les pommes de terre, on pourra les écouler dans d'autres pays d'Europe, mais pour les radis et les carottes, on ne sait pas quoi faire. Et ce qui est important de noter ici, c'est que une des raisons pour lesquelles cette société a décidé de ne pas faire cette marchandise, elle a dit aux supermarchés, aux chaînes de supermarchés en Russie, ceux qui vendraient ces produits-là, je vous demande, vu la situation économique en Russie, les sanctions avaient déjà commencé de toute façon, je voudrais que vous me dites que vous êtes garanti que de toute façon vous me payerez quoi qu'il arrive. Et ils ont dit non. Ça veut dire que déjà en début de semaine, la situation en Russie était très très dure. Et ceux qui étaient vraiment dans les rouages de l'économie le voyaient. Et donc ça c'est une partie, donc Israël vers la Russie. Une deuxième partie qu'il faut savoir, c'est que maintenant entre l'Ukraine et Israël, il y a un commerce très important, mais dans l'autre sens. Israël importe énormément, par exemple et d'autres produits des fois agricoles de l'Ukraine. Et l'Ukraine devait être la plateforme pour le ministre des Finances Lieberman pour sa réforme de l'agriculture qui consiste à inonder le marché israélien d'agriculture pour faire de produits agricoles pour faire baisser les prix en Israël pour la ménagère, pour ce qu'il appelle les classes moyennes. Et maintenant, il se trouve devant une situation où il ne pourra pas faire cette chose-là, apparemment, tant que ça va durer, on ne sait pas pour l'instant. Et bien entendu, ça risque aussi d'augmenter, comme par exemple Rami Lévy l'a dit, et à juste titre, ça risque d'augmenter les prix d'importation de beaucoup de produits, puisqu'il y a un endroit où on avait des produits pas chers qui sont complètement arrêtés, c'est évident. D'ailleurs, vous avez prononcé le mot mondial. Les premières estimations parlent déjà, pour l'instant, de ce qui se passe, d'une baisse de 0,4% de la croissance mondiale à l'année. On pensait, l'OCDE et autres FMI ont fait, ils avaient parlé de 3,5 cette année. On pense que les événements déjà actuels vont faire baisser de 0,4%. Donc ça, c'est important. Une autre chose que je voudrais dire, et que ça a été dit, il y a 2 sociétés boursières en Israël qui sont extrêmement déjà touchées par ça. Il y a une société qui s'appelle Scoop. Cette société-là a une filiale qui avait mis 5 millions d'euros dans une banque russe, dans une banque russe. C'était une filiale à elle qui était en Tchécoslovaquie. Et
Et elle a mis dans son bilan, elle a fait une annonce à la bourse qu'elle considère ces 5 millions d'euros comme non existants. Ah oui. Pourquoi ? Parce que cette banque-là, qui est une banque moyenne en Russie, a dit hier, il y a un ou deux jours, que elle ne peut plus faire... elle est en faillite. Ah oui. Donc, il y a déjà des banques russes qui sont déjà en faillite. Donc, c'est important de le noter et de savoir que les sanctions économiques sont très, très importantes. Pratiquement une semaine de ce conflit. Une dernière risque chose, d'avoir encore des implications. Un dernier élément que je voudrais dire par rapport à ça, de tout petits éléments. La société Gazit Globe, qui est une société très, très connue en Israël, qui fait énormément d'appartements, mais qui aussi fait des appartements à l'étranger, elle a, pour 2,5 milliards de shekels investis dans des appartements à l'étranger, en Russie. Elle considère, c'est aussi 10% apparemment qu'elle va perdre, donc c'est des sommes considérables. L'action de cette action a baissé. Et maintenant, une dernière chose, et qui d'ailleurs contredit ce qu'avait dit la ministre de l'économie, la société gouvernementale qui assure les crédits a dit qu'elle a très peur pour ce qui va se passer pour les exportateurs en Israël qui vont vers dans ces pays-là, qu'il y aura des problèmes de crédit qui vont se poser. Et également, la chose la plus importante qu'Israël a peur, c'est que des sociétés israéliennes, même sans le savoir, vont commercer avec des sociétés russes qui sont sous sanctions. Et l'Amérique a d'ailleurs prévenu encore Israël de faire très attention à ça. Et alors, donc, ces sociétés israéliennes risquent d'être sanctionnées là-dessus. Et donc... Voilà, donc on ne connaît pas encore tout, mais c'est sûr qu'il va y avoir des répercussions économiques. Après le Covid-19, on s'en remet tout juste encore. Et justement, ça va être la prochaine question. Ça concerne justement l'Omicron et le Covid et cette crise autour de cette crise sanitaire, avec le ministre des Finances qui a fait connaître son plan pour aider les indépendants pénalisés par donc l'Omicron et qui refuse pour le moment de baisser l'impôt sur l'essence. Oui, alors ça aussi, l'essence qui a augmenté en début de semaine. Tout à fait. Alors, qui a augmenté le 1er mars. D'abord, premièrement, la chose suivante. Concernant le plan pour aider les indépendants qui ont été victimes de ce qui s'est passé pour l'Omicron, comme vous l'avez dit. Alors, sûrement le public qui nous écoute se rappelle qu'au début, Lieberman a dit moi j'attends de voir ce qui va se passer. Il a été extrêmement réticent. Il a eu des pressions politiques pour donner un peu du lest. Maintenant, qu'est-ce qu'il a décidé ? Il a dit la chose suivante. On ne donnera de pitsouille, ça veut dire de compensation à ce qui s'est passé à l'Omicron, aux dégâts de l'Omicron, uniquement à des indépendants ou sociétés qui ont jusqu'à 60 millions de shekels de chiffre d'affaires par an. Deuxièmement, ça ne dépassera jamais 600 000 shekels, ce que je donnerai. Troisièmement, et ça c'est le plus important, il faut qu'ils me montrent que sur les 2 mois, janvier et février, ils aient 35% en moins de chiffre d'affaires que ce qu'ils avaient en 2019. Alors que cette crise a commencé avant. D'abord. Alors, les indépendants ont répondu qu'ils sont très en colère pour 2 raisons. D'abord, ça a commencé déjà en décembre. Pourquoi ne pas prendre décembre aussi en cause ? Et troisièmement, pourquoi ne pas faire comme ce qu'on fait pour Tsuketan, comment ça se dit en français, l'opération militaire. Une opération militaire. Et dans cette opération militaire, ils avaient décidé que toutes les sociétés ou indépendants, avec 25% déjà, on donnait. Alors, je sais ce que le ministère des Finances il a fait. Il s'est dit 35%, c'est uniquement les sociétés comme le tourisme, etc., des choses extrêmement... mais je ne vais pas aider tout ce qui est les commerces ou les services qui, de toute façon, aussi a été donnés. Maintenant, qui ont aussi été endommagés. Maintenant, chose très importante que vous dites. Il a dit dans la même phrase, on lui a dit, écoute, l'essence, maintenant, est passée au début du mois de mars, 7 shekels 0,5. C'est un record historique depuis 7 ans, depuis 2014. Et c'est évident que ça influe d'abord sur les coûts de production des entreprises. C'est aussi un coût pour tous les gens, pour tous les ménages, pour tous ceux qui sont, quand ils doivent aller au travail, sont obligés de prendre leur voiture. Alors il a dit,
Mais ils ont posé des questions aux journalistes, ils lui ont demandé, on sait que les impôts sur l'essence, c'est 60% du prix. Ouais. Alors, pourquoi? Là, ça a de toute façon augmenté. Alors, baisse un petit peu, reste au même point que tu recevrais. Et il a refusé. Il a dit, j'attends de voir qu'est-ce qui se passe, ça peut s'arrêter la guerre. Il faut dire que l'essence était un revenu important pour les caisses de l'État. Oui, exactement. Et c'est pour ça qu'il n'a pas... Et en plus, ils disent, nous, on veut encourager les gens à prendre le transport public, mais toujours un problème, c'est que les transports publics en Israël sont en retard par rapport à ce que les gens auraient besoin. D'où l'importance de passer à une voiture électrique. Ah, mais il faudrait avoir le budget pour ça. Alors, on va parler maintenant du chef de l'organisation des conseils en Mashkanta qui s'est adressé à la Banque d'Israël en soutenant que les banques ont prêté des sommes indues à partir de fausses expertises. Oui. Il y a en Israël une profession qui est, je pense, connue par ceux qui veulent acheter un appartement, qui s'appelle en hébreu Yoatse Mashkanta, c'est-à-dire nous conseillons pour prendre des prêts hypothécaires. Ils négocient pour le client face aux banques et ils font un zapping, etc. Et ils ont une association. Et ils essaient d'avoir de la force par rapport aux différentes institutions, et notamment la Banque d'Israël. Donc, ils savent d'abord ce qui se passe, puisqu'ils y voient. Et ils prétendent la chose suivante, que les banques en Israël ont donné... Il y a une limite d'abord, il faut expliquer comme ça. Il y a une limite, quand vous achetez un appartement, c'est une limite qui est fixée par la Banque d'Israël pour des raisons de sécurité de crédit, qu'on ne peut pas prêter à un client une banque Mashkanta hypothécaire, plus de 75% de la valeur du prix de l'appartement. De l'appartement. Eux, ils prétendent que dans les appartements neufs des promoteurs, ça a été jusqu'à 120% de la valeur réelle. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent la chose suivante. Il y a un trafic organisé de trois personnes différentes, trois groupes différents. D'abord, les promoteurs, qui ont donné des expertises fictives. C'est-à-dire, il y avait des expertises qui étaient données par des professionnels indépendants, et eux, ils ont marqué un autre chiffre. Ah, oui. Il y a des gens à l'intérieur de la banque qui le savaient et qui ont fermé l'œil. Et troisièmement, les clients le savaient aussi, c'est la troisième partie, et aussi pour avoir leur Mashkanta, ils savaient très bien qu'il y avait cette combine, on leur a dit, et ils ont pris. Ah. Maintenant, quelle est l'ampleur de cet endroit? Ils parlent de centaines de millions de shekels. Ah ouais. Et donc... C'est risqué, ça. La Banque d'Israël n'a pas dit que c'est faux. La réaction de la Picouar Banking, celui qui est chargé de surveiller les banques, a été de dire « Nous avons reçu votre plainte, votre problème, et nous étudions. » Eux, ce qu'ils veulent dire qu'il y a une possibilité d'empêcher ça en le faisant automatique. C'est-à-dire en faisant qu'il y a quelqu'un d'indépendant qui vient et qui envoie directement à la banque, et pas que ça vienne avec des papiers, on peut changer. Alors, si c'est vrai, il faut comprendre. D'abord qu'il y aura... c'est il y a quelques jours que c'est sorti. C'est sorti dans le milieu financier. Ça peut être un grand scandale. Et qui peut... D'abord, vous savez, on en entend parler souvent ici, 10% d'augmentation des prix de l'immobilier l'année dernière. Beaucoup de ces 10%, ce sont des appartements neufs. Oui. Et la question est de savoir, est-ce qu'ils n'ont pas été survalués? Et deuxièmement, est-ce qu'il n'y aura pas un problème après pour les banques, du point de vue de sécurité? Bien sûr. Et si c'est des sommes comme ils s'affirment, ça peut faire... On a vu des crises de ce genre aux États-Unis déjà. Exactement. Et je me demande si on n'est pas à côté d'un subprime. Il faut suivre. Il faut faire attention. On va terminer par la vérification de la dernière facture d'électricité. Tout à fait. Pourquoi vous connaissez peut-être l'émission qui s'appelle Akol Kaloul. C'est une émission très populaire en Israël par Siva Cohen. Elle a lancé un pavé dans la mare. Elle a dit, voilà, j'ai reçu une facture d'électricité d'un couple qui a un enfant pour les deux derniers mois qui sont venus, janvier-février, ou mi-janvier, enfin, vous savez comment c'est, 2 derniers mois. Et il y avait marqué 1300 shekels pour 2 mois. Je trouve que c'est beaucoup pour un couple avec un enfant. Et en plus de ça, il y avait marqué, ce n'est pas
une facture qui a été faite à partir de la lecture du monnaie, ce qu'on appelle. Une estimation. Mais une estimation. Alors elle a dit, ça m'étonne, je demande à la comptabilité d'électricité comment elle peut envoyer des factures de ce genre sans vérifier en disant c'est sur une estimation. Alors, d'abord, il faut dire qu'il y a eu, on en a parlé ici dans cette chronique, une augmentation du prix de l'électricité. Mais d'abord, elle est que sur quelques jours en février. Ça veut dire qu'il faut faire très attention à ça. C'est pour ça que je dis, il faut faire attention. Elle ne doit pas être majeure, l'augmentation. Elle a été en plus que de 4-5%, donc c'est pas ça qu'il doit faire. Et il vérifie bien s'il y a marqué que c'est à partir du compteur ou à partir de l'estimation, parce qu'il peut y avoir quelque chose. Maintenant, la compagnie d'électricité, elle prétend qu'il n'y a pas eu d'erreur en concernant ce couple-là. C'est parce qu'on a eu très froid cet hiver, vous l'avez sûrement remarqué, et que c'est des gens qui ont beaucoup chauffé. Je ne sais pas la réalité. J'ai pas pu vérifier. Enfin, on ne sait pas. C'en est là maintenant ils ont demandé d'enlever dans Facebook l'annonce qu'elle a fait. Je ne sais pas où ça. Je sais pas quelle est la réalité. De toute façon, je dis à nos auditeurs de vérifier. Alors, pour être tout à fait complet sur ça, sur les estimations, lorsqu'il y a marqué sur la facture d'électricité que c'est une haracha, une estimation, on peut appeler la compagnie d'électricité pour donner le compteur, quel est le chiffre au compteur, et la facture est modifiée en général. Si c'est moins, c'est moins, si c'est plus, c'est plus. Mais en tout cas, elle est modifiée et elle est plus juste. Je vous remercie de cette précision très importante. Et moi aussi, je vous remercie d'être, comme chaque mercredi, avec nous, Daniel. Merci. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.